Quick, grab that ladder. Come on. Let's go. Hey! Tabitha! L'épisode 10 a conclu la saison 4, nous laissant sur une attente considérable avant d'enfin conclure la série. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Qu'il s'agisse de son récit poignant, centré sur des personnages arrachés à leur réalité et plongés dans un cauchemar dont ils ne peuvent s'échapper, du grand mystère entourant le pourquoi et le comment, ou encore de l'horreur pure et dure, chaque épisode de From regorge d'intrigues captivantes, d'interprétations émouvantes et d'éléments techniques qui retiennent toute l'attention. Il devient donc de plus en plus difficile de choisir sur quel aspect concentrer le temps et l'énergie limitée dont on dispose pour les décortiquer. Si je dis tout cela, c'est parce que le 10e épisode de la 4e saison est sans aucun doute le plus implacable, le plus dévastateur, le plus angoissant et le plus déchirant à ce jour. Après avoir regardé ce final de saison à plusieurs reprises, je ne dirais pas que je suis surpris par sa qualité ni par la transformation de Fatima, ni même par le fait que Elgin ne survive pas à la décision insensée de montrer cette photo à Sofia. Et pourtant, l'épisode 10 parvient tout de même à infliger un choc après l'autre. Qu'il s'agisse d'un événement réellement imprévu ou non, chaque nouveau rebondissement dans la course effrénée de Jade et Tabitha pour déterrer ses ossements, s'échapper des tunnels et passer à l'étape suivante, quelle qu'elle soit, constitue une nouvelle occasion de recevoir un coup en plein cœur. Le rythme est implacable. L'action ne semble ralentir que lorsqu'il s'agit de rendre une situation douloureuse aussi atroce et prolongée que possible. Puis, on replonge aussitôt dans cette course haletante. Reprenant exactement là où s'était arrêté l'avant-dernier épisode de la saison, cet épisode nous entraîne dans une véritable odyssée. Ce lieu, quelle que soit sa nature, réserve bien d'autres cauchemars aux personnes qui y sont piégées. L'obscurité tombe en plein jour. Le sol tremble, bouleversant tout sur son passage. À ce stade, les possibilités pour la dernière saison sont infinies, et pourtant, le risque de sombrer dans le désespoir l'est tout autant. Évidemment, ce sentiment touche plus particulièrement les personnages qui perdent des êtres chers dans ce final de saison, que ce soit par la mort ou par quelque chose de bien plus sombre. Toutefois, dans l'ensemble, peut-être aurait-il fallu écouter Victor et son ami, car, rétrospectivement, en arrachant l'arbre, il semble avoir aussi arraché l'unique rempart qui empêchait les pires maux de la boîte de Pandore de se déchaîner. D'ailleurs, si les enfants ont insufflé leur espoir dans les racines qui formaient le symbole et que ces racines sont devenues l'arbre, alors peut-être qu'en arrachant cet arbre, par ces mêmes racines, ils ont déraciné l'espoir lui-même. Une perspective pour le moins effrayante. Ou peut-être pas, nous le découvrirons la saison prochaine. Pour l'heure, tentons d'analyser les moments forts. Comme on l'entend dire tout au long de la saison, le savoir a un prix. Pour Elgin, le prix à payer pour avoir appris que l'homme en jaune peut prendre l'apparence de personnes décédées à Fromville et de devenir lui-même l'une de ses victimes. La seule personne vivante au courant de la mort de Elgin est Clara. Comme elle obéit aux ordres de l'homme en jaune, il est peu probable qu'elle révèle ce qui s'est passé dans le restaurant. De plus, on ne voit pas comment elle se débarrasse du corps de Elgin. En tant que téléspectateur, j'attends donc avec impatience la liste des acteurs de la saison 5 pour voir si Nathan D. Simmons y figurera à nouveau. Comme on ignore ce qui est nécessaire pour que l'entité opère de telles transformations, hormis les vêtements, apparemment, et qu'il ne reste que 10 épisodes, qui sait? En attendant d'en savoir plus, considérons qu'il s'agit bien de la fin de l'histoire de Elgin. Alors que je me fichais éperdument de son sort dans ce final, la série m'a donné raison en tuant le personnage. Avant d'en arriver là, on perçoit toute sa peur. C'est un changement radical par rapport à la saison précédente, où il croyait que la femme en kimono lui venait en aide. L'image de Elgin, avec son œil manquant et son bon œil jetant un regard méfiant de côté vers Sofia, est profondément pathétique. Assis là, il adopte une posture contradictoire et tente de se faire tout petit, cherchant à s'effacer au maximum, tout en s'orientant de manière à pouvoir éventuellement s'échapper. Il est évident qu'il est pris au piège. Il n'y a aucune issue, et il le sait. Pourtant, alors que le grand méchant a le dos tourné, il tente sa chance, mais Clara lui barre la route. On assiste alors à un terrible moment de trahison, une confrontation tendue et lente. Puis Sofia se retourne, triomphe à l'idée qu'il n'a nulle part où aller pour se cacher, et le force à se rendre dans l'arrière-boutique. Je n'appellerai pas forcément cela une rédemption, mais étant donné qu'une chose ou quelqu'un ici a déjà dupé Elgin par le passé, ou qui sait que la tragédie réside dans le fait que l'accouchement de Fatima, suivi de sa transformation, sera la clé pour renvoyer tout le monde chez soi, alors même que Elgin ne pourra jamais faire partie de ce tout le monde, son refus d'accepter le marché de Sofia, alors qu'il sait pertinemment qu'il est foutu, témoigne-t-il d'une évolution? Est-ce un contraste intéressant avec ce que l'on voit chez Clara? Une leçon retenue, en tout cas, c'est quelque chose de positif.
Les choix de jeu de Simmons, ses petits regards pitoyables, cette façon de se recroqueviller légèrement sur lui-même, la lenteur hésitante avec laquelle Elgin finit par céder et tendre ses mains au monstre, tout cela accentue l'angoisse et la tension dramatique qui mène à ce moment fatidique. Après tout ce qui s'est passé, l'épisode 10 nous rappelle aisément l'Elgin que nous avions découvert au début. Certes, notre première rencontre avec lui s'était faite alors qu'il paniquait après un rêve étrange. Mais tout du long, il est resté un garçon doux qui voulait simplement aller voir sa grand-mère. Juste avant sa mort atroce, solitaire et macabre, toute cette innocence refait surface. Tout comme la foi de Elgin alors qu'il implore son dieu jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que la douleur devienne si insupportable qu'il ne reste plus que ces bruits horribles, absolument horribles. Pendant tout ce temps, Sophia prend un malin plaisir à jouer avec sa proie, puis il s'effondre à genoux, la tête basculant sur le côté d'une manière bien précise, avant que le soleil ne se lève à nouveau. Évidemment, les prières ne pouvaient pas fonctionner ici, sinon le père Catherine serait encore en vie, tout comme le pasteur avec qui Sophia est arrivée en ville. Et l'homme en jeune ne pourrait probablement pas prier tout en se faisant passer pour la petite fille innocente de l'église. Ainsi, le fait que Elgin garde la foi jusqu'au bout peut sembler insensé, mais c'est aussi un acte de courage qui prouve qu'il y croyait vraiment. Profondément. D'une certaine manière, cela confère une dimension tragique inédite à son parcours. Quoi que pensent les téléspectateurs des aspects religieux du personnage, ou même de toutes ses erreurs, ce sont des derniers instants douloureux, tant pour Elgin que pour quiconque doit le voir sombrer ainsi. Lorsque Smiley arrive à la clinique, la réaction immédiate de Fatima en le sentant, interrompant brusquement sa dispute avec Marielle, puis répétant « non » en boucle, horrifié, est un moment fort de l'interprétation de Pega Gaffouri. Lorsque la tragédie frappe, c'est Marielle qui se fait déchiqueter. Ce n'est pas tout à fait le cauchemar qu'elle a fait plus tôt dans la série, mais une part de Marielle savait que cette chose finirait par la voir, ce qui signifie qu'elle avait peut-être raison de penser qu'ils sont tous encore là. Autrement dit, que ceux qui meurent à Fromville ne partent jamais vraiment, une réalité qui rend ces derniers instants encore plus difficiles à encaisser. Ce final de saison regorge de prestations remarquables et de moments clés, mais la manière dont KLM Homme et Chloé Van Lanschut incarnent la mort de Marielle et la réaction de Christy atteint un niveau exceptionnel. L'expression d'horreur sur le visage de Homme, lorsque Smiley éventre l'abdomen de Marielle, sa chute brutale au sol, sa réaction terrifiée face au bruit étrange émis par Fatima, tout cela est saisissant. Puis, lorsqu'elle demande où est Christy, d'une voix faible et vacillante avant de s'effondrer, juste avant que la scène ne bascule sur Christy et Ellis revenant vers la clinique en observant Smiley s'éloigner tranquillement, on réalise que si la situation est critique, la qualité des acteurs, elle, ne cesse de s'élever. La scène sanglante qui s'offre au regard de Christy quelques secondes plus tard, la fige en net sur le seuil et de ces images inoubliables qui transcendent le simple usage du gore gratuit propre aux séries d'horreur. Cette image vous marque durablement. Il s'agit du pire scénario possible, bien plus qu'une simple mort de plus dans ce lieu terrible. Alors que Marielle présente ses excuses et que Christy la supplie de rester, les deux femmes pleurent Marielle avant même que celle-ci n'ait rendu son dernier souffle. L'épisode 10 délaisse alors le montage rapide, Boyd et son groupe tentant d'échapper à la forêt, Jed et Tabitha coincés dans les tunnels, et tout le reste pour s'attarder longuement sur ce moment poignant. Elles sanglotent ensemble, Christy n'hésite pas à s'asseoir à même le sol au milieu de tout ce sang auprès de celle qu'elle avait perdue en restant coincée ici, avant de la retrouver de manière improbable, impossible dans ce bus. Et Marielle, dans un ultime souffle, supplie pour obtenir ce baiser. Là encore, je tiens à souligner la prestation phénoménale des deux actrices. L'amour et la tristesse s'entremêlent et se confondent à tel point qu'il devient impossible de distinguer où finit l'un et où commence l'autre. Marielle s'éteint peu à peu, Christy hésite en proie à une douleur atroce. Avant de se pencher vers elle, il y a tant d'amour au milieu de ce chaos sanglant et sordide. La façon dont Christy berce le corps de Marielle et ses « je t'aime » répétés, chaque fois plus déchirants, plus criés, sont tout simplement bouleversants. Vraiment, c'est une performance remarquable de bout en bout. Puis, nous les laissons un moment pour ne revenir qu'une fois le soleil levé, nous découvrons alors Christy submergée par le chagrin à travers le regard de Boyd. C'est ici que l'actrice brille particulièrement avec ce regard vitreux, cette expression lointaine et brisée qui semble se remplir de larmes alors même que l'on perçoit à quel point Christy est vidée, épuisée, à bout de force. Elle n'a jamais quitté cette tache de sang au sol, elle n'a jamais quitté ce corps, alors qu'elle tente de dire quelque chose et que Boyd se précipite vers elle pour la serrer fort dans ses bras. Elle finit par sortir de cet effroyable état de détachement traumatique et elle laisse éclater ses sanglots. La réaction de Boyd
face à tout cela, est aussi puissante que tout ce que Harold Perrineau a pu offrir jusqu'ici. Mais elle sait comment et quand s'effacer pour laisser briller ses partenaires de jeu. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Alors même que Boyd tend d'être un pilier de force, conscient qu'il ne peut rien dire ni faire, alors que le monde s'effondre littéralement autour de lui, Perrineau apporte un soutien indéfectible à Christie. Et le résultat est tout simplement magistral. Tous ceux qui ont participé à cette séquence atroce et terrible de l'épisode livrent une prestation absolument magnifique. En somme, plutôt que de chercher à faire de belles phrases, disons simplement que ce passage du final est le travail de tous ceux qui l'ont conçu. Et c'est sacrément bon. Comme si toutes ces réincarnations ne suffisaient pas comme preuve, Jade et Tabitha incarnent à la perfection l'idée qu'il ne faut jamais baisser les bras. Tout au long de l'épisode, ils se retrouvent dans des situations où, logiquement, ils n'auraient aucune chance de survivre. Pourtant, ils y parviennent, d'une manière ou d'une autre. Ils tiennent bon ensemble. Au début, Jade connaît un moment digne d'un héros romantique prêt au sacrifice ultime. Il presse Tabitha de grimper à l'échelle de corde et de le laisser sur place pour ralentir les monstres, afin que elle et les ossements puissent se mettre à l'abri. Dire que je suis toujours aussi fan de David Alpé dans ce rôle est un euphémisme. La franchise totale et vulnérable avec laquelle Jade avoue à Tabitha qu'il a menti au sujet du pouvoir protecteur des ossements, un mensonge nécessaire pour obtenir l'aval de Boyd, a quelque chose de touchant, presque paradoxal. Et puis, il y a cette phrase. Tu sais, je suis content que ce soit toi. Si je devais passer toute sa vie avec quelqu'un, je suis content que ce soit toi. Alpé laisse toute la charge émotionnelle du moment s'exprimer d'elle-même. Loin de toute emphase, son interprétation est tout simplement sincère. Il y a des vérités et puis il y a des lois universelles. Pour Jade, celle-ci en est une. Pas besoin d'enjoliver les choses. Il exprime une évidence la plus simple qui soit. Je tiens à dire que je me porterai volontaire à 200% pour aller récupérer des ossements et me faire poursuivre par des monstres dans des tunnels sombres et mouvants aux côtés de ce gars. Et pour me répéter encore une fois à ce sujet, quel développement de personnage. Il est méconnaissable par rapport au parfait connard que j'aurais volontiers livré en pâture aux créatures lors de la première saison. Alors que Tabitha continue de supplier Jade de l'accompagner et qu'en surface, l'arbre commence à céder, l'épisode porte le suspense et l'attente à leur comble grâce à un montage alterné très rythmé. Certes, la situation rappelle la fin de l'avant-dernier épisode, mais c'est bien plus que cela. C'est du grand art dramatique dès le début de l'épisode, bien avant que le pire ne survienne. Les créatures percent la fragile barrière en plastique, l'arbre s'effondre en faisant trembler le monde et ce rayon de lumière apparaît tandis que l'échelle descend. Pendant quelques secondes, aussi brèves que précieuses, on a l'impression que Jade et Tabitha pourraient tous deux s'en sortir assez facilement. Mais voilà, c'est alors que le point faible de l'échelle, mis en place par Sophia, joue son rôle funeste. Tabitha retombe dans le tunnel. Jade fait tout pour s'interposer entre elle et les monstres, alors que le chaos le plus total s'empare de la surface comme des profondeurs. Lorsqu'il tente de rebrousser chemin, mais se heurte à une impasse, le monde tremble et se reconfigure à nouveau. Alpé excelle à intensifier le sentiment de danger, tout comme il rend avec brio les tentatives désespérées et vaines de Jade pour protéger Tabitha autant que possible. Qu'il tende la main devant elle, qu'il la protège des chutes de pierre ou qu'il recule en hâte pour échapper à la fois aux monstres qui approchent et aux décombres, Alpé s'investit corps et âme dans son jeu. Plus tard, lorsque nous retrouvons ces deux personnages, c'est au tour de Tabitha de faire preuve de force. Jade semble prêt à baisser les bras. Il commence à s'excuser, accablé par les regrets d'avoir échoué une fois de plus. Mais Tabitha lui promet qu'ils ne mourront pas ici. Elle a alors l'idée de creuser sous les barreaux qui les séparent de l'extérieur, mais non sans lui adresser des remerciements émouvants pour avoir accepté de risquer sa vie afin de lui permettre de se mettre en sécurité avec les ossements. Mais c'est lorsque Tabitha a dans la main le crâne que Catalina Sandino Moreno livre sa meilleure prestation de ce final. Certes, j'adore entendre la berceuse de Jade avec une telle clarté, une telle tristesse, là-bas, dans cette obscurité désespérante. Mais c'est la réaction profonde de Moreno, alors que Tabitha se fit sur place, qui donne toute sa force à la scène. La musique, magnifique et obsédante, sublime le tout. Plus tard, alors que Boyd, Ellis et Fatima les retrouvent et se précipitent pour faire sortir Jade et Tabitha, les monstres commencent à approcher. C'est alors que Fatima consent au même type de sacrifice que Jade était prêt à faire plus tôt, ou du moins à un sacrifice similaire. Elle reste en arrière, lançant un déchirant « Souviens-toi de qui j'étais » en guise d'adieu, avant de se transformer complètement en l'une d'entre eux. C'est comme si une famille devait voler en éclats pour qu'une autre ait une chance de survivre. Ellis doit perdre Fatima et Boyd doit retenir son fils dévasté qui tente de rester auprès d'elle. Tout cela pour que Tabitha puisse peut-être retrouver ses enfants bien vivants et par la même occasion libérer ceux qui appellent à l'aide depuis si longtemps. Nous ignorons si tous les quatre parviendront à remonter à la surface. Nous ne savons pas si quelqu'un, y compris Jade et Tabitha, survivra à ce nouveau plan. C'est une question pour la saison 5, mais si le final de la saison 4 nous enseigne une chose, c'est que tout ce qui est bon a un prix terrible et élevé. Dans la scène finale, on voit Sophia et le garçon en blanc marcher côte à côte vers un arbre lointain.
Alors que Sophia dépose les talismans dans son tronc, le garçon en blanc lui dit qu'elle va perdre cette fois-ci. Sophia n'est pas d'accord. Elle reconnaît certes que les habitants possèdent les ossements, mais elle estime qu'ils sont désavantagés car l'arbre bouteille a disparu. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Quelles seront les conséquences à long terme du déracinement de l'arbre bouteille? Peut-être cela entraînera-t-il d'autres changements environnementaux, comme des nuits plus longues et des jours plus courts, permettant ainsi aux créatures de chasser plus longtemps. Ou peut-être veut-elle dire, même si les habitants pourront utiliser les ossements pour stopper les attaques des créatures, ils ne pourront pas quitter Fromville, car le lien avec le phare a été rompu. De plus, sans aucun talisman, les habitants se retrouveront dans une situation très précaire. Leurs bâtiments et abris ne seront plus des refuges sûrs, ni la nuit, ni lorsque les nuages masqueront le soleil. Nous en saurons plus lors de la prochaine saison. Pour en revenir à ma théorie des dieux jouant aux échecs, oui, je pense que l'homme en jaune et le garçon en blanc sont deux divinités cherchant à prouver laquelle est la meilleure. Cet univers de poche est leur terrain de jeu, peut-être que le garçon en blanc mise sur la bonté des habitants pour l'emporter, tandis que l'homme en jaune privilégie des tactiques plus agressives. L'homme en jaune a davantage accès aux habitants car il a remporté les manches précédentes, alors que le garçon en blanc n'a d'interaction qu'avec Victor et Tabitha. Oui, je sais, ça rappelle Lost, la 5e et dernière saison nous révélera si c'est bien ce qui se passe. Alors, quelles sont les règles du jeu? L'homme en jaune va-t-il maintenant se faire passer pour Elchid? L'esprit de Marielle est-il réellement coincé ici? Qu'advient-il des ossements? Julie peut-elle utiliser le story walking pour arranger les choses? Est-ce que le talisman sur la porte de la cave a été enlevé? Et maintenant, que va-t-il se passer? Il fait une chaleur dans de Dieu, on se croirait sur la plage de Lost. Ouais, salut Jack. Salut. Oh putain, il y a Locke qui me regarde bizarre. Bref, il fait chaud. Désolé si je recorde un peu vite, mais parce que voilà, il fait très chaud. J'y suis pour rien. Sinon, bah, qu'est-ce que t'as pensé du final? N'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire. Et comme d'habitude, bisous, bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.